Bonjour et bienvenue à ce 18e épisode de Raptor Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Atlanta Hawks et le match se déroule à Atlanta. Pour Toronto, les absents seront Delon Wright, toujours embêté avec sa blessure à l'épaule. Bien sûr, on nous annonce qu'il sera absent un mois environ. Et CJ Miles, comme je l'annonçais hier dans le podcast concernant le match contre Indiana, a eu une fille, sa femme a donné naissance à une fille avant-hier, et du coup, il est toujours absent ce soir pour le match opposant les Raptors aux Atlanta Hawks. Les Toronto devraient avoir à cœur de se racheter des deux derniers matchs et surtout du manque de concentration, de cette mauvaise énergie dont je parlais hier, mauvaise mentalité surtout. C'est dommage car ils ont loupé l'opportunité de gagner deux matchs qui auraient pu être très faciles vu comment ils avaient maîtrisé chacune des premières mi-temps. Vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site internet mykif.fr, mykif.fr, ainsi que le podcast Onis Accès Andy, le podcast qui vous parle du monde de handicap. Et le petit dernier des podcasts, ce sera Microlou qui vous fera découvrir La Rochelle, ira à la rencontre des gens, des commerçants, des restaurateurs, bref, de tous, sans exception. Si vous avez un jour envie d'être interviewé et de raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire d'ailleurs pour Raptor Kiff comme pour les autres podcasts au mail suivant contact@mykif.fr. Et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur les pages SoundCloud, YouTube, Twitter et Facebook au nom de Kiff, K-I-F, détaché podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Donc le tout au pluriel effectivement. Nous sommes samedi soir 25 novembre 2017 et le match va démarrer. Les 5 de départ sont pour Atlanta, Dennis Schroeder, Taurean Prince, Ken Bazemore, John Collins et Denmond au poste de pilier. Pour Toronto, on retrouve Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Et après 3 minutes de jeu très précisément dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 6-0. Kyle Lowry et DeMar DeRozan font un effort pour intégrer dans l'offense Jonas Valanciunas et Serge Ibaka en ce début de match qui est d'une intensité très lente. C'est vraiment très lent, ça ne court pas dans tous les sens. C'est des sets de jeux qui sont joués en demi-cours. Il s'agit, je le rappelle, d'un back-to-back pour les Raptors puisque hier soir ils ont joué contre Indiana et que Atlanta a battu New York à New York. Donc finalement ils étaient tous en dehors d'Atlanta hier soir et ils sont tous revenus ce matin. Donc il n'y aura aucune excuse pour Toronto de ce côté-là. Il reste 4 minutes dans ce premier quart-temps, et Atlanta mène 16-13. Les Raptors qui essayent de fournir le ballon à Jonas Valanciunas à l'intérieur. Malheureusement, celui-ci est dans un petit marasme actuel. Je ne sais pas comment dire les choses autrement puisqu'il n'arrête pas de provoquer ou tout du moins d'avoir des turnovers ces derniers matchs et il a repris sa très mauvaise habitude que quand il attrape la balle en hauteur, il la redescend au niveau de ses genoux pour la remonter, ce qui permet aux défenseurs adverses de facilement le contrer ou de lui piquer la balle quand il fait ce mouvement. Et c'est vraiment un manque de concentration de sa part. Bref, les Raptors ont encore une fois
besoin de savoir se ressaisir. Il faut vraiment qu'ils arrêtent d'avoir ces moments de flottement dans un match qui permet à l'équipe adverse de revenir. Ils menaient 6-0, puis 9-2, se sont fait remonter à 9 partout, puis ont mené 13-9, se sont fait remonter et maintenant sont menés 16-13. Il faut bien entendu, quand on est en NBA, s'attendre au retour des équipes à domicile, surtout des équipes à domicile, puisque c'est un jeu qui prévaut pour beaucoup de runs, dans un sens et dans l'autre. Ceci dit, les Raptors ont ce manque, en fait, cette incapacité à planter une bonne fois pour toutes le clou de la victoire, et alors qu'ils en ont largement les moyens de par leur défense, de par même aussi leur offense. Les Raptors, avec l'arrivée du banc sur le terrain, en compagnie de DeRozan, c'est-à-dire Norman Powell, Fred VanVleet, le Yak et Pascal Siakam, ont réussi à réagir et du coup mènent à la fin du premier quart-temps 28-25. Les Raptors, comme les Atlanta Hawks, ont eu 6 turnovers chacun, ce qui en fait un match très brouillon. Au début du deuxième quart-temps, le banc des Raptors, puisqu'il n'y a ni Kyle Lowry, ni DeMar DeRozan, ni Serge Ibaka, ni Jonas Valanciunas, ni Anunoby sur le terrain, vient de creuser l'écart et mène dorénavant 36-27 et il reste 9 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et après 5 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps, les Raptors ont pris le large, ils mènent 49-30 avec cette superbe seconde unité venue du banc comme je le disais. Donc je vais nommer la composition: Norman Powell, Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Lorenzo Brown et Fred VanVleet. Une unité qui, depuis la fin du premier quart-temps, a produit ses efforts, remonté l'écart creusé par Atlanta et creusé le leur puisqu'ils mènent de 19 points dorénavant et ont complètement anéanti les offenses d'Atlanta. Pascal Siakam, je vais pas tous les citer parce qu'en fait ils font tous un super boulot en défense, vraiment du corps à corps très bien servi, qui leur permet d'alterner les tirs comme les alley-oop ou les hook shots, mais aussi de ralentir les pénétrations et d'empêcher les joueurs adverses en fait de trop dribbler. Ceci dit, je me méfie, nous avons déjà vu les Raptors en première mi-temps prendre des grands écarts et puis se faire complètement manger en deuxième mi-temps, ou tout du moins dans le troisième quart-temps. Il faut tout de même signaler que l'équipe, ou tout du moins le 5 sur les parquets pour Atlanta face au banc des Raptors, était le 5 de départ, avec Ilyasova à la place de John Collins au poste d'intérieur. À la mi-temps, le score est de 67-39 pour les Raptors qui mènent donc de 28 points. Ils ont su limiter les Hawks à seulement 14 points dans ce deuxième quart-temps. Ils ont complètement atrophié le jeu de Atlanta. Reste à savoir si lors du troisième quart-temps, ils ne vont pas encore avoir cette arrogance de penser que le match est plié et déjà terminé alors qu'il restera 24 minutes. Après 1 minute 20 de jeu dans le troisième quart-temps, les Raptors ont attaqué directement et mènent maintenant 74-39 et donc ont réalisé un 7-0 en 1 minute 20. À la différence du match d'hier soir, Jonas Valanciunas démarre le troisième quart-temps. Preuve s'il en est que le coach comme ses coéquipiers cherchent à lui donner un coup de boost au moral pour lui permettre de mieux jouer, car c'est vrai que ces derniers temps ce n'était pas terrible de sa part.
Il faut dire, bon, c'est quand même quelque chose, même si cette année il s'est beaucoup amélioré et qu'on ne peut plus l'appeler robot comme c'était le cas l'année dernière encore. Euh, Jonas a quand même du mal quand en face de lui il n'a pas un pilier qui soit un pilier typique vieille école, on va dire, qui ne sort pas en dehors de l'arc pour shooter des 3 points. Ce genre de pilier, il n'a vraiment pas de soucis contre eux, au contraire, il les domine généralement. Mais c'est vrai que dans les nouveaux systèmes de jeu aujourd'hui, les piliers sont des joueurs qui deviennent versatiles complètement, capables de passer le ballon, d'attaquer, de dribbler et surtout de shooter à 3 points. Ce qui jusqu'à cette saison n'était vraiment pas le fort pour en ce qui concerne la défense pour Jonas Valanciunas. Il reste 2 minutes 55 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 91-52. Oui, vous avez bien entendu, il y a 39 points d'écart entre les deux équipes. Et il faut bien dire que ce soit Kyle Lowry ou DeMar DeRozan, ils sont altruistes car ils font jouer tous leurs équipiers. DeRozan a 6 ou 7 passes, pareil pour Kyle Lowry. DeRozan par exemple n'a que 2 points et il semble s'en contrefoutre, il essaye de temps en temps, mais en fait sa principale occupation ce soir c'est de pénétrer, créer du coup du désordre dans la défense d'Atlanta et ressortir la balle qui soit est directement tirée au panier, soit est redistribuée pour trouver un joueur encore mieux démarqué avec un meilleur shoot. Ce qui fait de DeRozan ce soir et de Kyle Lowry d'ailleurs qui joue extrêmement dans le même schéma. Deux joueurs qui sont plus posés, qui ne cherchent pas spécialement à marquer de leur propre chef, mais font valoir leur rôle en fait de chef ou de capitaine de l'équipe en disant voilà comment on va jouer dorénavant ou comment il faut jouer, car c'est comme ça qu'il ne jouait pas très bien ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, il montre l'exemple, il montre de l'abnégation. On voit deux joueurs, deux stars quand même de la ligue, qui sont quand même des joueurs en vue, sacrifier leur feuille de match et leurs stats et tout ce que vous voulez pour le bien de l'équipe, alors même que l'équipe mène par 39 points. Ils continuent quand même à rester dans ce schéma-là, et là, il faut savoir le dire quand c'est très bon, je les en félicite. Et je ne vais pas mettre de mais derrière comme, je ne sais pas, Atlanta est mauvais ou je ne sais quoi. Non, rien à voir avec ça. On voit une équipe qui bouge le ballon et qui, s'ils arrivent à limiter Atlanta à aussi peu de points, c'est aussi qu'il y a une raison, c'est que la défense est bonne, ça joue bien, il y a une bonne concentration, il y a une vraie volonté de bien faire de la part des Raptors et je trouve ça assez remarquable. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 99-58 et donc 41 points d'avance. Difficile de faire mieux tout de même pour se rattraper des 2 matchs qu'ils avaient perdus avec un manque de concentration totale contre New York et aussi contre Indiana en troisième quart-temps. Là, ça a été tout autre chose. Ils ont montré qu'ils étaient maîtres du match et qu'ils souhaitaient le rester. D'ailleurs, si DeRozan ne revient pas sur le terrain, ce sera la première fois de sa carrière. Je pense qu'il aura plus de passes décisives que de points, puisqu'il en est toujours à 2 points pour 8 passes décisives, je crois. Il faudra vérifier à la fin du match, mais je crois qu'il a 8 passes décisives. Et pourtant, son impact sur le match, bon, bien sûr, il y a ses 8 passes, malgré ses 2 points, mais aussi sa défense est plutôt bonne aujourd'hui, bien concentré sur ce qu'il doit faire, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs. Le quatrième quart-temps fut un long fleuve tranquille pour les deux équipes qui n'ont absolument pas joué une offense extraordinaire puisque le match se termine sur un score de 112 pour les Raptors
à 77, je crois, pour les Indiana Pacers. Les Raptors n'ont donc inscrit que 13 points, alors que Atlanta n'en a inscrit 18 ou 19. À noter que DeMar DeRozan n'a pas joué du coup dans le quatrième quart-temps, d'ailleurs comme tous les membres du 5 de départ, à part OG Anunoby qui a un peu joué sur la fin de match. Mais donc DeMar DeRozan est rentré au vestiaire puisqu'apparemment il se serait cogné le genou. Je n'en sais pas plus pour l'instant, espérons qu'il n'y ait rien de grave. Il n'y a pas vraiment de réaction à ce match, étant donné que les Raptors ont juste fait le boulot, bon un peu plus, puisqu'aujourd'hui ils ont su rester très posés, très calmes dans leur jeu. Je dirais que Atlanta n'a offert une résistance que dans les 10 premières minutes du match. Mais c'est déjà une bonne chose pour Toronto d'avoir réussi justement à faire le boulot. Car après tout, c'est ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire lors des 2 derniers matchs. Et puis, ils vont aussi pouvoir se remettre à l'entraînement puisque leur prochain match n'est que mercredi soir prochain chez eux, donc à Toronto, contre les Charlotte Hornets, qui sont eux aussi dans une phase plutôt descendante. Les Hornets qui ont d'ailleurs perdu leur match ce soir contre les San Antonio Spurs et qui sont du coup 8 victoires et 11 défaites sur la saison pour le moment. Une équipe qui a d'ailleurs une histoire avec les Raptors puisque ce sont souvent des matchs très accrochés. Il se passe toujours quelque chose d'assez hallucinant comme le fameux tir du milieu du terrain de DeRozan qui est rentré et qui avait été invalidé par les arbitres puisqu'ils avaient jugé que le temps mort demandé par le coach des Raptors devait être mis en place à ce moment-là. Bref, c'est toujours un match sous haute tension et haute intensité défensive. Nous verrons bien si les Raptors arrivent du coup avec ces quelques jours d'entraînement qui viennent à bien mettre en place leur jeu et à reprendre un meilleur état d'esprit. Grosse coupure dans ce podcast puisqu'hier soir, en attendant la fin de 2 matchs qui se déroulaient en même temps après le match des Raptors pour vous donner les résultats, je me suis complètement endormi. Du coup, je vous donne les résultats ce matin et je vais poster rapidement le podcast. Alors, nous avons San Antonio qui a battu Charlotte à Charlotte 106-86. Puis Philadelphie chez eux qui a battu Orlando 130-111. Portland a battu Washington à Washington 108-105. Boston a battu Indiana à Indiana 108-98. Houston, chez eux, ont battu New York 117-102. Alors, les New York Knicks. Les Mavericks ont battu les Oklahoma City Thunder 97-91 à Dallas. Les Warriors ont battu les Pelicans 110-95 à San Francisco. À Auckland, puisqu'ils, pour l'instant, ils sont toujours à Auckland. Les Utah Jazz ont battu Milwaukee 121-108 et Utah était chez eux. Dans le dernier match, les Clippers ont battu Sacramento Kings 97-95. Au classement général de la conférence Est, il n'y a pas beaucoup de changements comparé à hier. Boston est toujours premier avec 18-3, Détroit deuxième avec 12-6, Cleveland troisième avec 12-7, à égalité avec Toronto qui est donc quatrième. Philadelphie est cinquième avec 11-7, Indiana est sixième et donc remonté de 2 places avec 11-9, Washington est septième avec 10-9 à égalité avec New York, Knicks qui sont aussi 10-9. Et ensuite nous avons Miami et Milwaukee à 9-9 chacun en 9e et 10e position.
Dans la conférence Ouest, c'est Houston qui mène le bal avec une fiche de 15 et 4. Golden State est à 15 et 5, pardon. San Antonio Spurs sont à 12 et 7 en troisième position. Portland en quatrième est à 12 et 8, puis en cinquième Minnesota à 11 et 8, à égalité avec Denver qui est aussi 11 et 8. Les Nouvelle-Orléans Pelicans sont à 11 et 9 en 7e position, puis en 8e nous avons les Utah Jazz qui ont gagné hier soir, qui sont 9 et 11, suivis en 9e des Los Angeles Lakers à 8 et 11, à égalité avec les Oklahoma City Thunder qui sont 8 et 11, et qui n'arrivent toujours pas à produire du jeu consistant et à être régulier entre chaque match. Ce qui pose problème dans le classement général pour eux. Ceci dit, la saison, on est au quart de la saison, puisque on est à 19-20 matchs selon les équipes, et que du coup il y a que 82 matchs dans une saison régulière. Donc cela laisse le temps à Oklahoma City Thunder de se trouver. Petite réaction à froid vis-à-vis du match des Raptors contre les Atlanta Hawks d'hier soir, et surtout je voulais vous donner les résultats de la feuille du match pour les Raptors, parce que c'est assez impressionnant. En fait, il y a 7 joueurs qui ont marqué plus de 10 points dans l'équipe, et parmi ces 7 joueurs-là, il n'y a pas de DeMar DeRozan. Bon, vous le savez, j'en ai parlé déjà dans le podcast. Mais c'est quand même la nouvelle de la soirée, puisqu'il a quand même joué 27 minutes, ce qui n'est pas rien, et qu'il n'a marqué que 2 points. Il a eu un tir sur 5 dans la soirée. Bon, 5 tirs déjà, pour lui, c'est que dalle. D'habitude, c'est plutôt entre 15 et 20 shoots, voire peut-être entre 15 et 22, 23 shoots de pris par soir. Donc là, 5, c'est vraiment bas. Surtout, ce qu'il faut noter quand même, c'est les 8 passes décisives. C'est lui d'ailleurs qui mène dans la feuille de match, qui mène tous les équipiers. Je vérifie, mais il me semble. Voilà. Alors, je vous donne la feuille de match. Pour le 5 de départ, donc DeRozan avec 2 points, 2 rebonds, 8 passes décisives et 1 ballon volé en 27 minutes. Voilà, c'est pas une super feuille de match, mais c'est une feuille de match bizarrement qui fait sourire. Parce qu'on se dit, attends, DeMar DeRozan, 2 points, à 1 sur 5 au tir. Alors déjà, c'est pas le 1 sur 5, c'est le 5 tout court qui vous surprend. Mais bref, ça fait sourire. On se dit, tiens, il y a eu quelque chose pendant ce match, et effectivement, il y a eu quelque chose. Pour preuve, OG Anunoby, qui a joué 17 minutes, a marqué 11 points, un seul rebond, 2 passes décisives et 2 ballons volés. Serge Ibaka, quant à lui, a joué 19 minutes, a eu 12 points, 4 rebonds, 0 passe, 0 ballon volé, mais 2 contre. Et il était à 5 sur 11 au tir, ce qui est plutôt pas mal. Jonas Valanciunas, donc qui a joué lui aussi 19 minutes, a mis 16 points pour 8 rebonds, 2 passes décisives et était à 7 sur 9 au tir. Kyle Lowry, enfin, pour finir le 5 de départ, a joué 27 minutes, a marqué 15 points, a attrapé 13 rebonds et donc il est le leader en rebonds encore sur ce match. Il l'a été très souvent depuis le début de la saison. Et 6 passes décisives et un ballon volé. Il a été à 4 sur 9 au tir et en fait, il a été 4 sur 7 à 3 points. C'est pour dire s'il s'est vraiment contenté de shooter de l'extérieur. Norman, quant à lui, Norman Powell est venu du banc pour son 3e match de retour depuis sa blessure à la hanche. Il a joué 30 minutes, 17 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 3 ballons volés, donc voilà, une très bonne défense. Jacob Poeltl a eu, en 19 minutes, a eu 14 points et 7 rebonds. Malheureusement, il a été contré une fois.
fois. Par contre, il a été très bon au tir puisqu'il a un 7 sur 9 dans le match. Voilà. Pascal Siakam, pareil, a joué 30 minutes, donc c'est les deux joueurs qui ont joué le plus avec Norman Powell. Il a marqué 13 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, et a eu une réussite de 6 sur 9 au tir, et un 1 sur 4 aux 3 points, ce qui n'est vraiment pas son fort, mais il continue de shooter, donc c'est plutôt bon, c'est que le garçon a une bonne confiance en lui-même. Fred VanVleet a joué 16 minutes, il a marqué 5 points, aucun rebond, 5 passes décisives, un ballon volé, il a été 2 sur 6 au tir et 1 sur 3 au tir à 3 points. Lorenzo Brown, comme je l'ai dit, qui a joué dans l'équipe qui a creusé l'écart dans le deuxième quart-temps et qui a joué la majorité du quatrième quart-temps, voilà. Il a joué quand même 18 minutes, il a joué même plus longtemps finalement que VanVleet dans le match, c'est assez étonnant. Et il a marqué 2 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Bon, par contre, au shoot, il n'a pas été très bon puisqu'il n'a eu que 1 sur 4 au shoot. Et enfin, les deux derniers à avoir joué ce soir, c'est Alfonso McKinney qui a joué 6 minutes, a marqué 2 points, 1 rebond, une passe décisive. Il a été à 1 sur 3 au shoot. Tandis que Lucas Noriega a joué pareil, 6 minutes, a eu 3 points, un seul rebond. Et il a été à 1 sur 2 au shoot. Et en fait, c'est 1 sur 2 à 3 points pour le grand pilier. Notre charmant bébé, toujours dynamique, toujours souriant. C'est tout de même assez génial ce qu'il arrive à faire au tir à 3 points cette année. Il en prend pas beaucoup, mais il en marque la moitié. Donc, c'est à noter. C'est plutôt un exploit pour lui. Peut-être qu'un jour, il pourra en prendre beaucoup plus. Voilà, c'était juste pour vous dire ce qu'il en était. Alors, attendez, je vais faire quand même le bilan général de l'équipe. Donc, qui a marqué 112 points, qui a eu 46 rebonds, 31 passes décisives, 10 ballons volés, 3 contre. Et qui a eu un taux de réussite au tir tout cumulé de 54,8%, ce qui est vraiment très bon, donc qui montre effectivement que Atlanta n'a pas défendu, ou quasiment pas. Voilà, c'est fini pour les commentaires et réactions de ce match. Je vous laisse, je vous retrouve mercredi soir pour le match à Toronto contre les Charlotte Hornets avec Nicolas Batum, Dwight Howard et compagnie. Le match aura lieu dans la nuit à 1h30 du matin, heure française, ou 7h30 de l'après-midi, heure américaine, ou tout du moins l'heure de Toronto. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao les copains!